Re-bienvenue, ou juste bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On enchaîne ce soir avec qu'est-ce qu'on a pensé, en tout cas qu'est-ce que j'ai pensé, voilà, parce que il n'y a que moi qui regardait Tu la, t'es la encore série. lâchement abandonné. Voilà, ou en tout cas Tu as regarder le en droit de le entier. dire. Regarder en entier, parce que tu as regardé, je crois, peut-être les deux premiers épisodes, quelque chose comme ça. Ah non, non, Euh, même pas. Ah d'accord, bon ben voilà. Donc voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du coup de cette saison de Creature Commandos. Alors la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Euh, donc voilà, l'histoire de ces personnages-là va évoluer, mais en attendant cette saison 2, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première saison? La réponse, tout de suite. C'est beau. Je vais faire le recap un peu épisode par épisode, parce qu'en plus chaque épisode est un peu consacré à un membre du commando en particulier. Alors sauf le premier, qui est pour le coup là bien pour nous introduire l'univers, les personnages. Alors introduire l'univers c'est un peu compliqué parce que on va dire la question du canon dans cette nouvel univers DCU, parce que Creature Commando est le premier projet du DCU de James Gunn. C'était pas prévu comme ça à la base, puisque la série a commencé avant même que Gunn ne reprenne les rênes, mais voilà, les événements ont fait que ça se retrouve comme avant-garde de cette nouvel univers. Alors on fait pas vraiment référence à beaucoup de choses, si ce n'est au film The Suicide Squad de James Gunn qui est sorti en 2021. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, une série qui est quand même accessible pour n'importe qui, même s'il n'a vu aucun film auparavant, etc. Donc voilà, on a un premier épisode qui met en place surtout voilà le contexte global. On a affaire à une Suicide Squad version monstre qui doit aller dans un pays étranger, euh, voilà pour y faire le ménage quoi en gros. Et voilà, on nous montre un peu la dynamique du commando, le nouveau pays, etc. Euh, et comme premier épisode, ça fait le café. Après, dès le premier épisode, on est vraiment sur du gun. Enfin, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs sur la critique des deux premiers épisodes. C'est du gun en fait. Donc, si vous n'aimez pas, je peux pas vous dire de regarder le premier épisode et ceux d'après. Mais si c'est votre délire, voilà, le premier épisode, on est vraiment sur les tonalités qu'il avait utilisées pour un peu les gardiens, pour The Suicide Squad, et surtout avec le film voilà, The Suicide Squad. On a quand même pas mal de parallèles. On a un autre Rick Flag, c'est pas la même, mais c'est quand même un Rick Flag. On a une équipe de bras cassés, on est dans un pays étranger. Voilà, on a un peu les États-Unis qui font des trucs pas forcément toujours très cool non plus. Donc voilà, j'ai bien aimé de manière globale cette série et ce premier épisode. Mais dès le premier épisode, on sent bien que c'est du gun assez classique, quoi. Il sort pas vraiment de sa zone de confort. Donc voilà, premier épisode, introduction satisfaisante, mais c'est du gun qui fait du gun. Voilà. Et spoiler alerte, ce sera la même chose sur les autres épisodes, mais voilà. Le deuxième épisode, qui pour le coup, je suis en train de réfléchir. C'est peut-être pas mon préféré, mais en tout cas c'est un épisode qui fonctionne mieux que le premier, où là vraiment on commence à chaque épisode se concentrer sur un personnage en particulier. Donc voilà, on alterne avec la mission en cours et les flashbacks. Alors ça peut être 5 ans avant ou 150 ans avant du coup pour la mariée. Voilà, donc la mariée c'est évidemment la mariée de Frankenstein. Euh, donc voilà, donc dans cet épisode-là on voit un peu tous ses origines. On voit que alors il s'appelle Eric. Enfin, quand je dis Frankenstein, le monstre de Frankenstein, puisque Frankenstein c'est le créateur. Là, donc dans la série, le monstre s'appelle Eric. Et donc voilà, Eric est solitaire et il demande donc à son créateur de lui faire une femme, etc. De la même manière qu'il l'a créé lui. Et donc on découvre, etc., que le passé de la mariée qui est assez tragique, qui mène à la séparation de la mariée et de Eric, etc. Enfin, voilà, c'est un peu, vu que c'est le premier épisode qui adopte ce format de voilà d'origin story à chaque fois, qui alterne les flashbacks et ce qui se passe dans le présent, on a un petit effet de surprise voilà sur le format de la série. Et puis c'est à partir aussi de ce moment-là qu'on voit que
la qualité de l'animation en fait de la série est quand même très très bonne. Quand on compare même à une autre série un peu grosse production côté adaptation de super-héros, on a Invincible chez Amazon Prime. Et j'aime beaucoup la série parce que j'aime beaucoup le comics. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité d'animation, Créature Commando met quand même une sacrée claque. Alors on peut ne pas aimer la direction artistique, mais en termes vraiment de qualité d'animation, de fluidité, etc. Au niveau des combats, alors c'est pas tout à fait la même échelle, donc c'est peut-être pas tout à fait le même, la même ambition de production, mais quand même, Amazon est censé avoir de l'argent, donc voilà. Creature Commando est quand même une série qui est quand même très très bien animée. Donc voilà, ça rend les combats assez plaisants à regarder. Et en plus, voilà, c'est assez violent. Donc voilà, ne montrez pas ça à vos enfants hein, si jamais vous avez des enfants. Ne faites pas C'est- ça chez vous. voilà, exactement. Voilà, comme pourrait vous le dire le générique de la WWE, mais voilà quoi. Exactement. Remarque intéressante de Matt qui dit: «Moi, ce qui m'effraie, c'est si la structure narrative de Créature Commando sera la même pour son Superman. Genre, la chute dans la neige serait le début du film et toute l'histoire serait vue par bribes dans son coma jusqu'à sa guérison vers la fin et le combat final». C'est une approche que l'on a déjà vue, hein, au cinéma, pas forcément dans l'univers des comics, mais qui s'est déjà vue. Peut pas forcément dire que je serais contre, hein. Je pense que ça pourrait être, assez intéressant, ça pourrait changer. Ça pourrait donner, peut-être une dynamique un peu différente, au film. Peut-être, un moyen détourné de renouveler un tout petit peu ce type de film qui, bah, malheureusement, avec les années qui passent, ont tendance à tous se ressembler les uns les autres. Je peux pas forcément dire que je serais forcément contre. Après, est-ce que c'est clairement la direction que va prendre Gunn? J'y crois moyen. En fait, je pense que ça va clairement dépendre de comment c'est fait. Parce que je pense que aucun concept en soi n'est bon ou mauvais, c'est la manière dont on le réalise. Après, est-ce que c'est adapté pour un personnage comme Superman? Ça dépend de la proposition, voilà, clairement. Mais moi j'ai plus peur avec Superman sur une approche où on est aux opposés. Jusqu'à présent, Gunn sur ses films de super-héros était très parodique, satirique, enfin parodique. Il avait des moments aussi très poignants émotionnellement, mais globalement dans son traitement de personnages, c'était beaucoup de personnages quand même en marge de la société, un peu des losers, etc. Et là, c'est pas du tout le même personnage. Et pour la première fois, il s'attaque à un personnage qui est extrêmement populaire et dont tout le monde a plus ou moins une idée de comment il devrait être. Là où avant, il avait des personnages quasiment inconnus, du coup tu peux faire ce que tu veux et personne ne va te faire chier. Là, ça va pas être le cas. On va voir comment ça va se passer. On continue avec voilà l'épisode 2, donc on continue avec l'épisode 3 et 4 où on a les mêmes formats. Voilà, où on explore les origines de chacun des membres du commando. Euh, En troisième épisode, on a GI Robot, voilà le GI qui ne vit que pour tuer des nazis. Euh, et pour le coup, là où par exemple Weasel, on le connaît déjà, on l'a déjà vu, là GI il a un peu un côté, c'est pas tout à fait un personnage qu'on a vu auparavant. Alors il a des similitudes avec ce que Gunn a déjà fait, mais le côté très, il n'éprouve pas d'émotion, il a un côté très très froid, très dans sa logique. Bah, c'est un robot, donc il obéit vraiment à son programme. Donc on le voit par exemple, on le voit combattre dans la guerre, etc. Son escouade lui manque. Et on le voit plus proche de notre époque à nous, être récupéré par un collectionneur aux États-Unis, et on le voit développer, alors peut-être pas une relation, mais en gros il vit chez lui, euh, il prend soin de ses chats, etc. Donc voilà, il a vraiment un nouveau foyer. On pense le voir enfin retrouver quelqu'un sur qui partager des moments comme il le faisait durant la guerre. Et au final, on se rend compte que ben, cet individu-là est un néo-nazi en fait. Et donc, bam, bah, il le bute sans remords, ce qui en fait un personnage qui, là où de temps en temps on peut la Suicide Squad, surtout en termes d'adaptation, on peut avoir tendance à adoucir le côté assez dégueu ou criminel ou même juste méchant, vilain des personnages. Là on te montre, alors c'est pas un méchant parce qu'il bute des nazis et je pense qu'il y a c'est pas
voilà, c'est pas la meilleure des personnes, hein, on va dire, donc c'est pas non plus le pire des crimes, mais voilà, on montre quand même qu'il y a un côté assez impitoyable dans le sens où il pourrait identifier n'importe qui comme un nazi, il n'aurait aucun remords à l'exécuter. Donc ça, je trouve que c'était bien d'avoir vraiment le côté, ben on tranche pas, il y a pas de compromis en fait. Donc c'était plutôt pas mal. Donc l'épisode fonctionne très très bien. Et en plus le GI était plutôt marrant. Voilà. Il n'y avait pas le côté blague un peu crasse que j'ai un peu du mal de temps en temps avec l'humour de Gunn. Là c'était un peu plus l'humour très assez grinçant. Moi j'aime bien ça. Donc voilà, c'est un personnage qui fonctionnait bien sur moi. L'épisode 4 avec Weasel, alors là c'est vraiment, on sort le doudou. Bon, le doudou est un peu dégueu, mais ça reste quand même un doudou. Voilà, c'est un animal, etc. Et on nous montre qu'en fait que là, il est peut-être pas aussi horrible qu'on le pense. Il y en a vraiment une histoire tragique. Et là aussi, bon, c'est du classique, etc. Ça fait un peu Rocket Raccoon sur certains aspects. Euh, et voilà, toute son histoire liée avec tous ces enfants qui décèdent, etc. Et le bon point, enfin le point que j'ai apprécié qui permet vraiment de servir le côté tragique de l'épisode, c'est que donc dans cet épisode on a des enfants qui décèdent et on nous les montre mourir. Et je trouve que c'est bien parce que, enfin, laissez-moi finir mon point. Ce qui est bien, c'est qu'on nous les montre, ça permet vraiment de observer vraiment les événements qui se déroulent. Voilà, on se détourne pas vraiment du côté cru de ce que c'est. Et donc si tu veux vraiment un peu impacter tes spectateurs, euh, ils auraient pu nous le montrer de manière détournée, enfin hors du cadre, etc. Et ça aurait aussi potentiellement marché. Mais voilà, on a une série pour adultes en animation, donc on a un peu l'animation qui permet un peu de créer une barrière, mais on nous montre quand même le côté cru des choses et je trouve que ça sert bien l'épisode. Et de manière globale, la série n'hésite pas à montrer des trucs un peu dégueux. Alors des fois un peu trop gore pour du gore, mais dans ces moments-là, voilà, je trouve que ça sert bien le propos, quoi. Tu peux passer du coup aux épisodes d'après. J'essaye. Ah voilà, ça y est. Ah, voilà. Euh, Petite surprise, voilà, en milieu de saison, voilà, on a l'apparition de Gueule d'Argile, voilà, qui vient un peu, en plus qui vient un peu compliquer les histoires parce que du coup on se demande on vient, quand est-ce qu'il était qui, quand est-ce qu'il a pris telle apparence de telle personne, etc. Alors pour le coup, Gueule d'Argile qui est également doublé par le même acteur qui double Dr Phosphorus, Alan Tudyk, qui jouait aussi Gueule d'Argile dans la série Harley Quinn, mais on n'est pas du tout sur le même type de gueule d'argile. Voilà, dans la série Harley Quinn, on va vraiment à fond dans le côté comédien qui cherche tout le temps un rôle, etc. Très comique. Là, on est vraiment sur un Clayface qui va t'éclater ta race et c'est ce qu'il fait à Rick Flag justement. Euh, Là, j'avoue que c'est un peu un épisode qui fait un peu entre pause du milieu quoi. Ça m'a pas vraiment marqué. On temporise un peu les choses et il y a un peu un côté où on repart à zéro, puisque l'équipe repart dans le pays étranger, voilà, le Pokélistan. Et voilà, il y avait un peu un côté. Il se passe. On apprend pas mal de choses, mais je trouve qu'on met un peu trop de choses. On remet les compteurs à zéro sur pas mal de choses. Et je trouve que ça fait un peu répétition. Et je pense qu'on perd un peu de momentum. Là où jusqu'à présent, les épisodes étaient quand même assez. Ils font 23-24 minutes, hein, quoi, donc t'as pas le temps de voir les trucs passer. Le rythme était plutôt bon. Et là, on repasse un peu. Voilà, on perd en rythme en fait, c'est un peu dommage. Heureusement, il y a l'épisode 6 derrière qui vient un peu redonner un peu un coup de boost à tout ça. Où voilà, cette fois-ci on a l'origin story de Dr Phosphorus. Voilà, donc qui est un scientifique qui voulait trouver un traitement contre le cancer à l'aide de radiation. Et voilà, la technologie je crois que c'est de fusion nucléaire. Il se fait trahir par ses financeurs. Son financeur qui est, alors c'est Rupert Thorne, qui était je crois un personnage qui apparaissait dans la série animée de 92, de Batman de 92, qui est interprété dans cette série par Benjamin Byron Davis, qui est pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2 et le premier d'ailleurs, il a incarné Dutch, voilà, du gang. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai plutôt aimé l'épisode. Et là, pour le coup, là, comme dans les autres personnages, une histoire assez tragique et assez même horrible, hein, voilà, sa famille décède, on l'oblige un peu se baigner dans le sang de sa femme et de son enfant. Enfin voilà, on est vraiment dans des trucs très très.
voilà quoi. Et là aussi, la série n'hésite pas à nous montrer voilà, vraiment le côté vraiment horrifique de Gotham, parce que l'épisode, enfin l'origine de Dr. Phosphorus se passe à Gotham. Donc voilà, on voit un peu sa chute et sa remontée en tant que Dr. Phosphorus, où il prend sa vengeance. Il se déguise en pimp et il va danser le disco, voilà, comme sur l'image qu'il y a en bas à droite. Donc voilà, c'est un épisode qui, dans la même lignée, où voilà, le schéma marche bien du côté voilà d'explorer les origines, mais c'est vrai que on commence un peu à en voir la fin. Et bon, la saison n'a que 7 épisodes, donc on n'a pas trop d'avoir on va dire l'impression de lassitude et de répétition. On n'a pas trop le temps de s'installer. Mais là, c'était à partir de cet épisode-là que j'avais vraiment un peu le côté en mode il faudrait pas que ça dure trop longtemps, et bon, c'était pas le cas, donc voilà. Mais en tout cas, il y avait un peu ce début-là, enfin cette impression-là qui commençait à débuter. Voilà. Et puis on a la première apparition canonique de Batman dans cet épisode. Donc bon, on le voit en silhouette avec l'orage derrière, donc on sait pas vraiment à quoi il va ressembler vraiment. Mais techniquement, on voit Batman dans l'épisode et c'est le Batman du DCU parce que bah, voilà, c'est le canon, c'est tout ça quoi. Voilà. Mais bon épisode, mais qui commence un peu à rentrer dans le voilà, on sent un peu ça commence un peu à mal distinguer les épisodes entre eux, quoi. Voilà. Et là pour le coup, l'épisode 7 c'était un peu dommage parce que je pense que c'est celui qui m'a un peu laissé sur ma faim, je dirais. Voilà, dans l'épisode 7, on explore les origines de Nina, qui viennent en plus se mêler un peu à la résolution de la deuxième mission du commando, hein, voilà, qui est présent dans toute la deuxième partie. Donc voilà, c'est bien intrigué, il y a des plans qui sont bien foutus, on a des cuts entre deux plans où c'est quasiment les mêmes personnages au même endroit, mais enfin un personnage au même endroit mais dans des décors différents. Voilà, donc on sent bien que l'épisode a été bien planifié, il y a des transitions plutôt stylées, voilà, où on a les mêmes mouvements dans des décors différents qui sont bien cutés au bon moment, etc. Donc l'épisode fonctionne bien à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a un peu une résolution un peu presque anticlimatique. Ou alors on a un twist qui était pas vraiment très très surprenant, mais je pense que la série l'a pas joué comme ça, donc c'était pas très très grave. Mais je trouve qu'on résout un peu les choses de manière un peu en mode. En fait, on nous montre un peu le point d'orgue de la série en milieu d'épisode, et on a un peu les 5-6 dernières minutes un peu en retombée. Et je pense que c'est peut-être l'intention de la série qui va un peu nous montrer que bah, il n'y a pas toujours une mission aussi simple que ça et que en fait au final nos ennemis sont pas vraiment qui on pense, etc. Et ça se finit un peu de manière un peu sale, un peu tout ça pour ça quoi finalement. Mais j'avoue que en termes de finale de saison c'est un peu dommage parce que ouais on finit sur on va dire c'est pas une scène d'action, mais on finit sur une séquence où en fait la chose qui conclut vraiment la série est tellement simple qu'on en vient un peu à être en mode ah ouais c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir un peu de scène d'action, peut-être pas de scène d'action, mais un truc peut-être un peu plus marquant. Et là j'avoue qu'on est un peu on finit pas sur une note très mémorable. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas sur moi c'était un peu dommage parce que je pense que j'avais plutôt bien apprécié le reste de la série. Mais là, c'est vrai que ouais, l'épisode 7 se finit un peu assez brièvement. Voilà, on a beaucoup de choses qui se passent à la fin. euh, et c'était pas forcément amené de la très bonne manière. Voilà, je j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails pour pas voilà, gâcher le twist. Mais voilà, le twist amène à une fin d'épisode assez étrange, on va dire, qui finit un peu de manière assez plate, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, après, évidemment, on a un teaser pour une éventuelle. Non, une saison 2 qui est confirmée. Donc voilà, on aura une saison 2, mais voilà, un septième épisode qui commençait bien, mais voilà, une fin qui est un petit peu rushée, un peu plate. Ouais, la, la question de Matt m'intéresse aussi. Est-ce que clairement la fin de la série prend la direction d'ores et déjà d'une autre saison? Ou là, ils auraient très bien pu s'arrêter là, dans le sens où l'histoire est présentée comme étant bouclée d'ores et déjà. Après, les événements de la première saison sont vraiment bouclés dans le sens où il y avait deux missions.
qui était vraiment ce qui faisait avancer les choses dans le présent. Et ces deux missions-là sont bouclées, on sait ce qui s'est passé, qui est le méchant, etc. Et les missions sont terminées. Mais voilà, on a une scène post-générique. Je sais plus si c'est une scène post-générique ou. Non, c'est la dernière scène avant le générique, où vraiment on nous introduit d'autres personnages qui pourront très bien être dans la saison 2. Et même les conséquences de la première saison peuvent très bien être explorées dans la saison 2. Donc ils auraient pu ne pas en faire comme en faire une. Et bon, ils en font une. Mais dans les deux cas, ça m'aurait satisfait parce que là, avec cette première saison, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment manqué de raconter quelque chose. Voilà, même si la fin, je l'ai trouvé un peu compacté, on va dire. Mais ça m'aurait satisfait de finir comme ça. Et puis une deuxième saison, pourquoi pas, mais je pense qu'il va falloir changer de formule ou ouais, changer de formule et avoir un autre contexte, etc. Et un peu essayer d'aller sur des terrains un peu inexplorés pour ces personnages-là et pour Gunn. Donc c'est pas déconnant. Ça a bien marché, je pense en plus. Donc Ok. voilà. Mais voilà. Comme bilan, oui, c'était sympa. Voilà, j'ai bien aimé. J'irai pas plus loin.